Sur cette carte romaine, à la manière d'un guide autoroutier, on représente en rouge les voies de communication et en bleu les cours fluviaux et les lacs. Ce n'est pas le cas des montagnes. Seule la chaîne des Alpes est cartographiée, passage obligé entre le nord et le sud de l'Europe. De l'autre côté des Alpes, Augusta Praetoria, Aoste. Plus tard, les montagnes font leur apparition sur les cartes géographiques, mais leur représentation est encore très sommaire et se borne à de petits monticules disparates et indistincts. Lorsque les artistes de la Renaissance peignent la montagne, celle-ci n'apparaît qu'en profondeur de champ. Seules importent les scènes religieuses qui occupent le premier plan du cadre. Dans Voyage autour du Mont Blanc, Chateaubriand écrivait « Il faut une toile pour peindre. Dans la nature, le ciel est la toile des paysages. S'il manque au fond du tableau, tout est confus et sans effet. Or, les monts, quand on est trop voisins, obstruent la plus grande partie du ciel. Les peintres ont toujours jeté les monts dans les lointains, en ouvrant à l'œil un paysage sur les bois et sur les plaines. À la Renaissance, le désert, ce sont les montagnes, car à cette époque, les montagnes symbolisent l'errance et l'inconnu. On finira par nommer et représenter le Mont Blanc, ou plutôt la montagne maudite. Moins on connaît un endroit, et plus il paraît maléfique. D'après les croyances et les récits littéraires, la montagne serait peuplée de dragons, au risque et péril des voyageurs qui s'aventureraient en ces lieux hostiles. Nombreux sont ceux qui ne revenaient plus de ces monts maudits. Le milieu favoriserait chez les montagnards de nombreuses malformations. Certains n'hésiteront pas à avancer l'hypothèse d'un crétinisme propre aux Alpes. Il y a des cantons où les hommes et les femmes ont des goitres monstrueux. L'on a jusqu'ici attribué cette maladie aux mauvaises eaux que les enfants boivent. Mais il paraît qu'il y a d'autres causes de ce mal. Et d'abord, les enfants sont trop abandonnés à leur goût pour toutes sortes de fruits, surtout pour les châtaignes qu'ils mangent crues sous les arbres. Ensuite, les vins de ces districts sont si épais, et les hommes en boivent tant, que la plupart perdent l'usage de la parole. Albert de Haller avec Les Alpes, et puis Jean-Jacques Rousseau, avec La Nouvelle Héloïse, vont fortement contribuer à inverser la tendance. Ce changement de représentation doit aussi beaucoup à la conquête physique et scientifique de la montagne maudite par Horace Bénédicte de Saussure. La montagne est alors sublimée et devient l'objet de prédilection des peintres romantiques. De simple décor ou de faire-valoir, la montagne devient protagoniste à part entière de l'œuvre et occupe tout l'espace du cadre. Les premiers alpinistes contribuent à forger une image de la montagne fortement sensuelle qui frise parfois l'érotisme. Sur les cartes, la montagne maudite est définitivement remplacée par le Mont Blanc. Grâce à ce changement de nom, la montagne acquiert un statut qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Sa représentation va alors s'amplifier et se diversifier au gré des progrès techniques. Aujourd'hui,
on la sculpte, on la dessine, on la photographie, on la filme et on continue à la peindre. Mais selon le milieu social ou l'appartenance géographique, ou bien encore selon les finalités, qu'elles soient artistiques, ethnographiques ou commerciales, on ne perçoit pas et on ne représente pas la montagne de la même façon. Ce documentaire n'a d'autre ambition que de proposer des bribes de représentation de la montagne, glanées au hasard des rencontres.